Bonjour et bonjour pour cette conférence où il sera question d'emploi en Europe avec nos trois experts, avec tout d'abord Nicolas Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département offre de services international de France Travail et également coordinateur national EURES. À côté de vous, Nadia Dicken, bonjour. Vous êtes consultante APEC en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, région Sud. Et puis à côté de moi, Ludovic Roumégou, conseiller France Travail et également conseiller EURES. Alors, avant toute chose, parlons emploi en Europe. Nicolas Simon, l'état des lieux de la mobilité, les Français vont travailler en Europe ? Alors oui, mais avant de parler plus spécifiquement des Français en Europe, on va déjà parler du marché du travail européen, qui est un marché, on pourrait dire presque paradoxal, puisque depuis 2022 et la crise liée à ce qui se passe à l'est de l'Europe, évidemment un impact qu'on a tous subi, et donc a forcément un impact sur l'économie, mais en parallèle, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est que les populations en Europe sont vieillissantes et donc une population active qui a tendance à diminuer. Et ce qui fait qu'on a malgré tout un taux de chômage en Europe qui est plutôt contenu avec 5,8%. Et alors ça, c'est un point important, évidemment, d'un pays à l'autre de l'Europe, on va avoir des résultats très différents. Les pays qui sont les mieux situés, on va dire, sont la Pologne et la République tchèque, avec un taux de chômage à 2,6%. Et puis de l'autre côté, on va avoir l'Espagne avec 10,6%. Alors, si vous voulez nous montrer des slides, vous appuyez sur le petit bouton vert. Voilà. Alors, maintenant, pour zoomer effectivement sur la mobilité, parce que ça, c'est quand même un point qui est vraiment extrêmement important à rappeler dans le cadre de cette conférence aujourd'hui, c'est que la mobilité en Europe, en fait, elle est rendue possible et elle est facilitée par tous les textes qui ont été mis en place au niveau de l'Union européenne, de la Commission européenne. Et donc, on a maintenant un principe qui est le principe de libre circulation des travailleurs en Europe depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc, on a à l'heure actuelle plus de 10 millions d'Européens qui travaillent dans un autre pays de l'Union européenne. Ça représente 3,8% de la population active. Alors évidemment, dans ces personnes qui sont mobiles en Europe, on a aussi des frontaliers, c'est-à-dire qui tous les jours ou à minima une fois par semaine, puisque c'est la définition de la Commission européenne, traversent la frontière pour aller travailler. Et je tiens à préciser que parmi les travailleurs frontaliers européens, ce sont les Français qui sont les plus représentés, avec un peu plus de 450 000 Français qui tous les jours traversent la frontière pour aller travailler en Europe. Nous avons énormément de frontières et beaucoup d'échanges avec certains pays, France-Suisse, France-Allemagne. Alors effectivement, on a une situation géographique tout à fait particulière. On a déjà beaucoup de pays avec qui on a des frontières communes. Et puis après, des voisins qui sont plutôt attractifs. Je pense à la Suisse, au Luxembourg, l'Allemagne, même si les écarts de salaire entre la France et l'Allemagne ont tendance à diminuer, mais ça reste attractif. Et les Français, ils vont plutôt dans quel pays? Parce que là, on voit que l'Allemagne est le pays qui accueille le plus. Est-ce qu'il y a une tendance, ou en tout cas, quels sont les secteurs d'activité qui recrutent? Alors, c'est très compliqué d'avoir les données sur le nombre de Français dans chaque pays européen parce que tous n'ont pas le réflexe de s'inscrire auprès de leur consulat, parce qu'on a justement l'impression qu'en Europe, il n'y a plus besoin de ça. Mais si j'ai un premier conseil à donner, c'est toujours avoir ce réflexe-là dès qu'on va s'établir dans un autre pays, même si c'est en Europe, même si ça paraît plus facile, de bien s'inscrire auprès de son consulat. Mais derrière, moi, ce que je vais regarder le plus, ce sont en fait les souhaits de mobilité des demandeurs d'emploi qui sont inscrits à France Travail et qui nous disent vouloir aller travailler à l'étranger. Et là, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas tellement de surprises. En fait, les pays qui vont le plus attirer en Europe, les candidats français, ce sont la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, l'Espagne qui est passée devant l'Allemagne. Voilà. Mais voilà, je vous ai donné le top 5. Le top 5 des pays attractifs. Et quels sont les secteurs où il y a le plus d'opportunités au niveau européen? Alors, là-dessus, on a plusieurs types de données.
plusieurs types de données qu'on peut partager. Les 5 secteurs qui recrutent le plus en Europe, quand on regarde les offres d'emploi sur le portail EURES, ce sont le secteur de tout ce qui est activité des services administratifs, support à l'activité des entreprises, secteur santé, action sociale, les activités scientifiques et techniques, secteur du commerce et l'industrie manufacturière. Vous êtes en train de me décrire les fameux métiers en tension français. Alors oui, mais métiers en tension français qui deviennent des métiers en tension européens, parce que c'est aussi une donnée qu'on observe depuis la crise sanitaire. On a une convergence des secteurs en tension dans tous les pays d'Europe. Si on regarde la dernière étude qui a été publiée par la Commission européenne sur ce sujet-là, on a un métier, par exemple le métier de soudeur, qui est le métier le plus en tension en Europe et qui est en tension dans 22 pays européens. Alors 22 pays de la zone EURES, donc sur 31 pays. Donc vous voyez que c'est un métier qui est recherché partout. Si vous êtes soudeur, vous avez votre carte à jouer. Ou si vous voulez faire une formation de soudeur, vous êtes sûr d'avoir du travail et en France et à l'international. Et les deux, ce sera vraiment une belle carrière. Alors, ces offres d'emploi, on les trouve sur EURES. Il faut nous expliquer EURES. Alors, oui, effectivement, EURES, c'est un peu le mot magique quand il s'agit de mobilité européenne. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en fait, on a depuis le traité de Maastricht en 1992 et depuis le traité de Lisbonne aussi en 2008, on a donc ce principe extrêmement important de libre circulation des travailleurs en Europe. Alors ça signifie quoi? Parce que quand on se projette sur une mobilité à l'étranger, il y a une différence qui est très claire, c'est que vous pouvez aller travailler dans n'importe quel pays d'Europe sans avoir besoin de faire une demande de visa, sans avoir fait besoin de demander un permis de travail. Et puis, autre point extrêmement important, c'est qu'une fois que vous êtes établi dans ce pays et que vous y travaillez, le droit européen fait que c'est bien le droit du travail du pays où vous travaillez qui s'applique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination liée au fait que vous soyez étranger. Ça, c'est quand même extrêmement important parce que c'est aussi ce qui garantit finalement une mobilité un petit peu sécurisée et plus facile. Donc, passé ces principes-là, la Commission européenne s'est dit il faut absolument qu'on en fasse la promotion, déjà que les gens sachent qu'ils ont maintenant cette possibilité, et puis qu'on l'accompagne, parce que quand on parle de mobilité équitable, de respect du droit, faut quand même s'en assurer. Et donc, il y a 20-30 ans, partir à l'étranger, c'était une vraie aventure. C'était encore, effectivement. Aujourd'hui, ça s'est presque quasi banalisé. Après, c'est un vrai choix de vie. Il faut y aller. Je vous encourage tous à faire de la mobilité internationale parce que c'est une expérience extraordinaire et pour un CV, c'est très intéressant d'avoir une expérience à l'étranger. Et effectivement. Et donc du coup, c'est dans ce cadre-là qu'a été créé EURES par la Commission européenne. L'objectif, c'était de créer de mobiliser l'ensemble des États membres, alors de l'Union européenne élargie à l'espace économique européen et à la Suisse, donc ça fait 31 États membres. Donc on a les pays de l'Union européenne, l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein. Et derrière, donc en fait, on a créé ce réseau EURES à l'échelle européenne avec deux outils principaux, ou en tout cas, je dirais 2 piliers. Le portail EURES, donc qui est un site internet européen sur lequel vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour préparer votre mobilité en Europe et surtout avoir accès à l'ensemble des offres d'emploi qui sont diffusées par l'ensemble des 31 États membres. Par exemple, France Travail, toutes les offres d'emploi enregistrées par France Travail, par les employeurs français, sont diffusées sur le portail EURES. Donc ça, c'est vraiment un premier pilier, c'est ce portail EURES avec différents outils, informations sur le marché du travail de chaque pays, une plateforme aussi de salons en ligne européens, et puis alors, deuxième pilier extrêmement important, un réseau de plus de 1000 conseillers EURES en Europe. Nadia et Ludovic qui sont avec moi font partie de ce réseau, et donc vous pouvez via le portail EURES, si demain vous avez un projet pour partir en Pologne par exemple, trouver l'annuaire des conseillers EURES polonais, et puis même avec un peu de chance, trouver le conseiller EURES qui va même vous dire moi je parle aussi français.
Et aujourd'hui, il y a combien d'offres d'emploi disponibles sur cette plateforme EURES? Je crois que c'est la slide suivante. Alors, on a un peu plus de 2,8 millions d'offres d'emploi en ce moment. Alors, c'est un chiffre qui varie évidemment de manière importante en fonction de la saisonnalité, puis en fonction des tendances économiques. Comme je le disais, en ce moment, on a un peu moins d'offres. Ça a été la période post-Covid qui est assez extraordinaire, puisqu'on a atteint un pic à 5 millions d'offres sur le portail. Mais donc, ça démontre quand même un marché du travail européen qui est extrêmement dynamique. Qui est timide, mais quand même, il y a 3 millions d'offres d'emploi. Donc après, ça dépend des secteurs d'activité. Vous nous les avez décrits. Mais après, voilà, on parle de mobilité pour aller travailler, etc. Est-ce qu'il y a un système d'aide qui sont prévus dans un cadre dit européen? Et oui, parce que pour le coup, c'est souvent un des plus grands obstacles. Pour cette mobilité en Europe, c'est surtout si je suis demandeur d'emploi, j'ai pas forcément des gros revenus, comment je fais pour me payer le billet d'avion, le billet de train pour me rendre à un entretien de recrutement. Ensuite, une fois que j'ai été recruté, comment je fais pour déménager, m'installer sur place. Je prenais tout à l'heure l'exemple de la Pologne. Même si vous rencontrez un employeur polonais qui va vous demander de parler anglais parce que chez eux, ils vont travailler anglais, c'est quand même bien d'essayer d'apprendre le polonais parce que sur place, va quand même bien falloir vivre. Et donc, il existe des aides qu'on appelle, alors excusez-moi, l'acronyme anglais qui plus est, donc TMS pour Targeted Mobility Scheme. En fait, ce sont des aides à la mobilité qui sont financées par la Commission européenne. Et donc, pour en bénéficier, il suffit de partager votre projet de mobilité, d'en parler à un conseiller EURES et qui pourra vous accompagner pour faire la demande sur cette aide-là. Mais je vais donner un exemple concret, si vous le permettez, parce qu'on a accompagné une candidate française, une pianiste de concert, et qui a trouvé un poste à l'orchestre d'Heidelberg en Allemagne. Et là, le sujet, c'était de dire, bah oui, mais moi, je veux déménager mon piano de concert, qui est évidemment un instrument précieux. Et le déménagement d'un piano, alors là, pour le coup, ça coûte très cher. Et on a réussi à lui financer le déménagement de son piano via ces aides TMS. Voilà. Vous voyez un exemple concret. Voilà, des aides qui sont mobilisables dans le cadre de certains projets, mais EURES, c'est pas seulement 1000 conseillers, c'est un réseau de partenaires. Alors, c'est ça, parce que ce qui est important, c'est que dans chaque pays, en fait, on a un ensemble de structures, d'organisations qui vont intégrer le réseau EURES. À l'échelle européenne, c'est plus de 260 membres et partenaires du réseau EURES. Ça peut être des structures publiques, comme les services publics de l'emploi, France Travail en France, mais ça peut être des structures privées qui font de l'accompagnement de candidats à la mobilité ou qui accompagnent des entreprises à élargir leur recrutement à l'échelle européenne. Et puis ça peut être aussi des organismes de représentation sociale, donc organismes représentant les salariés, représentant les employeurs, qui font aussi partie du réseau EURES parce qu'ils ont leur rôle à jouer justement pour conseiller, notamment sur la question du droit. Alors justement, à côté de moi, Ludovic Rumego, vous êtes conseiller France Travail. Comment vous accompagnez un demandeur d'emploi qui se dit pourquoi pas chercher une offre à l'étranger? Bon, je suis aujourd'hui au chômage en France. Est-ce qu'il faut penser Europe, parce qu'on cherche d'abord près de chez soi, après un petit peu plus loin? Mais l'Europe, il y a des opportunités peut-être pour oui, effectivement, hein, tout projet à l'international a le mérite en tout cas d'être exploré. Et effectivement, nous, France Travail, on accompagne toutes personnes qui soit envisagent ou a déjà un projet à l'international. On est là aussi à explorer, est-ce qu'effectivement, dans le cadre de votre recherche d'emploi que vous faites déjà en France, est-ce que peut-être qu'à l'international, ça serait peut-être plus facile, est-ce qu'il y aurait peut-être plus d'opportunités? Est-ce que vos compétences qui peut-être intéressent moins là où vous habitez, peut-être pourraient intéresser des employeurs étrangers? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire effectivement pour vous faciliter tout simplement une recherche d'emploi à l'étranger? Donc effectivement,
il y a un travail à faire. Hein. C'est pas en un claquement de doigts qu'on va s'adapter à un marché du travail étranger. Donc justement, nous, on est là accompagnés ça peut être pour la rédaction d'un CV en anglais. Et quand on parle d'un CV en anglais, c'est pas juste on prend un CV en français et on le traduit en anglais. Il y a des formats qui sont différents, il y a des choses qui sont attendues qui sont différentes par les employeurs anglo-saxons. Donc nous, on est là aussi pour faire cette... Un exemple concret, voilà, dans certains pays, il faut absolument pas mettre de photos. Par exemple, effectivement, sur un CV canadien, hein, qu'on l'écrive en français pour le Québec ou pour des zones anglophones du Canada, il ne faut absolument pas mettre de critères discriminants comme la photo, la date de naissance, son appartenance ou sa famille, etc. C'est une loi même canadienne, hein, qui interdit les employeurs d'accepter des CV avec des caractères discriminants. Donc effectivement, on peut être là justement pour renseigner les demandeurs d'emploi sur ces spécificités, soit de la loi du pays, soit culturelles, de ce qui est attendu. Parce qu'au contraire, par exemple, dans les pays asiatiques, on va s'attendre à ce que vous ayez une photo, à mettre la situation maritale. Même en Chine, on va vous demander l'âge de vos enfants. Donc voilà, ça peut aller jusque-là. Mais donc, entre le Danemark et l'Italie aussi, il y a des différences dans la formulation de son c'est pas parce que ils sont juste à côté que voilà, c'est exactement pareil. La Suisse, on vous demandera, par exemple, de mettre toutes les copies de vos certificats de diplôme dans votre candidature, de vos certificats de travail. Donc, nous, on peut effectivement vous renseigner là-dessus. On a beaucoup de webinaires sur les thématiques des pays pour vous donner toutes les infos qu'il y a au niveau de la culture du travail, parce qu'on ne travaille pas non plus de la même façon d'un pays à l'autre. Et donc, ça peut vous permettre de vous renseigner si vous ne connaissez pas. Je veux savoir un petit peu comment ça se passe, le travail en Suède, par exemple. Comment on travaille en Suède, qu'est-ce qui est attendu par un employé en Suède. On peut effectivement vous aider là-dessus. On parle aussi des démarches administratives à connaître, les visas, le marché de l'emploi, effectivement, qu'est-ce qui recrute dans un pays. Mais comment ma candidature pourra faire la différence dans un autre pays? Veut dire, à un moment donné, il y aura peut-être la barrière de la langue, il faut que je fasse preuve de la maîtrise d'une langue ou d'un savoir-faire, parce que j'imagine que pour les ingénieurs data, aujourd'hui, l'anglais suffit, mais pour d'autres métiers, il faut parler la langue du pays. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'effectivement, parler la langue, ça sera toujours un plus, ne serait-ce que pour vos intégrations. Parce que quand on parle d'expatriation, effectivement, le travail est important, mais la vie quotidienne, on ne va pas juste travailler dans un pays, on va y vivre. Donc, c'est vrai que la langue peut aider, mais ce n'est pas forcément un caractère obligatoire. Vous avez de nombreuses entreprises françaises ou anglophones qui sont implantées dans de nombreux pays, qui n'ont pas forcément besoin de la langue, même si c'est vrai que, par exemple, si vous allez sur les entreprises françaises, je ne sais pas, implantées en Suède, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des profils qui sont bilingues parce que ça permet de faire le lien, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Et puis effectivement, nous, on peut accompagner si on voit qu'il y a un besoin d'apprentissage de langue. Nous, France Travail, on peut accompagner sur de la formation en langue si on estime que c'est utile pour votre retour à l'emploi. Une formation qui est faite en France ou vous profitez de projets Erasmus pour avoir un stage, Erasmus+, pardon, pour faire des stages sur certains métiers. Mais là, le projet doit déjà être abouti. Oui, bien sûr. Tout projet de formation qui est financé par France Travail doit être validé par votre conseiller. France Travail, il y a un travail effectivement en amont à faire. Effectivement, on a d'autres leviers tels que Erasmus+, pour vous permettre d'avoir un stage professionnel à l'étranger, mais pareil, il y a un travail en amont de préparation du projet avec soit votre conseiller dans votre agence ou avec un conseiller en mobilité internationale qui pourra effectivement vous expliquer les conditions d'accès, de quoi vous avez besoin, et si aussi c'est quelque chose qui pourra être utile pour vous aider à trouver un travail, que ce soit en France ou à l'étranger. Est-ce qu'il peut y avoir des difficultés sur certains métiers pour cause de diplôme? La réglementation est différente, je ne sais pas, Monsieur Simon. Alors, oui, bien sûr, il y a certains métiers qui sont réglementés, donc il faut être vigilant, mais c'est aussi ça l'intérêt du réseau EURES, c'est de pouvoir s'informer sur toutes ces questions-là auprès des conseillers EURES, notamment les métiers de la santé, mais on peut avoir certains métiers, je pense notamment le métier d'électricien. En France, on peut avoir son diplôme d'électricien, travailler là. Si je vais en Allemagne avec mon diplôme d'électricien, je ne vais pas forcément être reconnu comme électricien, je vais pouvoir travailler plutôt comme aide électricien. Parce que les conventions collectives allemandes font que pour être reconnu électricien, il faut avoir passé son diplôme en Allemagne.
Alors après, au regard des besoins du marché du travail allemand, les centres de formation allemands se sont adaptés. Vous connaissez leur côté pragmatique. Et donc, ils ont créé des antennes pour former des Français en France qui puissent ensuite aller travailler comme électriciens côté allemand. Mais c'est un exemple, hein, mais donc il existe comme ça effectivement un certain nombre de professions pour lesquelles il faut être attentif. Après, je dirais que tout ça, ça va aussi dépendre des besoins du marché. Voilà. Évidemment, sur un marché où il y a très peu de candidats, à partir du moment où vous arrivez avec cette compétence, on trouvera toujours les solutions. Alors, il y a aussi le côté reconnaissance des diplômes, justement, qui peuvent aider. Là aussi, ça peut être... alors, on peut vous accompagner dans la démarche dans le cadre du réseau EURES. Et puis, dans beaucoup de pays, faire sa reconnaissance de diplôme, c'est une démarche payante, mais ça peut être pris en charge aussi par les aides à la mobilité TMS. Cher Ludovic, vous accompagnez, racontez-nous le dernier accompagnement que vous avez pu réaliser, c'était pour sans dire de nom, vers quel pays et sur quel type d'emploi? Oui, effectivement. Donc, il y a un candidat que j'ai accompagné récemment sur les provinces anglophones du Canada. Il cherchait en tant que chauffeur routier. Et effectivement, chauffeur routier, c'est quelque chose qui est assez recherché dans de nombreux pays, mais c'est aussi un métier qui est réglementé souvent. C'est-à-dire que si vous avez le permis qui vous permet de travailler en tant que chauffeur routier en France, il faut malheureusement passer des formations. Mais comme le Canada, effectivement, a beaucoup besoin de chauffeurs routiers, et il y a même il y a des écoles, que ce soit au Québec ou un peu ailleurs, qui prennent spécifiquement des Français, parce que le Canada a quand même un besoin de francophonie, notamment dans les provinces anglophones. Et donc, les centres de formation canadiens proposent des formations pour les Français, payées par des employeurs canadiens. Et donc, effectivement, on a pu l'accompagner sur ce projet. Donc, on a travaillé beaucoup sur les techniques de recherche d'emploi au Canada, adapté un petit peu son CV, sa lettre de motivation à l'employeur canadien, et aussi sur l'interculturalité, sur la façon de travailler au Canada. Cette personne ne connaissait pas beaucoup le Canada, la façon de travailler, parce que les horaires sont différents, ce qu'on attend d'un employeur est différent, etc. Donc vous avez réalisé tout cet accompagnement. Alors, on vient de parler de chauffeur routier, on vient de parler d'électricien, on a parlé aussi de soudeur. C'est des savoir-faire français. En quoi les Français plaisent au marché européen? Je veux dire, nos boulangers. Alors oui, là pour le coup, on va être vraiment dans les traditions françaises et il y a un savoir-faire qui est reconnu. Donc tous les Français qui travaillent sur les métiers de bouche sont très recherchés à l'échelle européenne, mais même mondiale pour le coup. Parce que ce qui fait la grande différence, c'est que une formation de boucher en France, une formation de boulanger, charcutier, enfin tous ces métiers-là, sont des formations qui se font sur plusieurs années en France, quand dans la plupart des autres pays, ça se fait sur 6 mois. Et pour le coup, il y a un savoir-faire et une compétence qui est vraiment reconnue et recherchée à l'étranger. Et puis alors, il y a un autre métier, toujours dans les métiers de bouche, mais qui est le métier de cuisinier, qui pour le coup qui fait partie des secteurs qui sont les plus en tension en Europe de toute façon. Mais là encore, les cuisiniers français sont très recherchés. Je sais que nos collègues suédois, par exemple, sont très, très, très friands de cuisiniers français. Voilà, donc, si vous êtes cuisinier et que vous cherchez un emploi, vivez une expérience à l'international, ça peut servir quand on revient au pays, ça fait une belle ligne sur son CV. Là, on est sur des métiers particuliers, mais parlons des cadres. Nadia Dicken, vous êtes consultante APEC, alors l'Association pour l'emploi des cadres. Donc, vous êtes également conseillère EURES, vous êtes partenaire du réseau. Au niveau des cadres qui nous écoutent, il y a une particularité quand on s'expatrie pour travailler. Qu'est-ce que vous proposez, en tout cas vous, comme service ? Alors moi, je suis basée sur Marseille, Provence, Alpes-Côte d'Azur. Je ne suis plus en région parisienne. Au niveau des cadres, la demande est forte, notamment sur l'Europe de proximité. Oui, alors je rejoins la Suisse côté francophone, puisque je rappelle, pour travailler sur Zurich, il faut parler l'allemand. Donc c'est plutôt Genève, Lausanne, le Luxembourg également. Métier IT, Luxembourg, finance.
aéronautique. Et moi, je suis à moins de 3 heures de route de Monaco. Donc la troisième destination, c'est évidemment Monaco, qui avait eu un ralentissement des besoins pendant la pandémie et qui est reparti. Donc quand c'est Monaco, il ne faut pas habiter au-delà de Fréjus, par exemple. Donc il y a beaucoup de Français. Il y a plus de Français d'ailleurs qui travaillent à Monaco que d'Italiens. Donc ça va plutôt être l'Europe de proximité. Bon, les métiers très le vent en poupe, hein, pour les cadres, je ne vous le cache pas, c'est les métiers IT, hein, Big Data, Data Science, Machine Learning, cybersécurité, BI, IA. Bon, ce sont les rois du pétrole, hein, mais pour les cadres en Europe et hors Europe. Hein, donc surtout s'il y a l'anglais, un niveau B2, C1, plus d'autres langues. Est-ce que vous pouvez rapprocher votre micro pour ceux voilà. qui nous écoutent? Donc les métiers IT, ça c'est vraiment, ce sont ceux qui vont avoir le téléphone qui sonne. Alors, par les job boards, les cabinets de recrutement. Après, il va y avoir des postes en finance, finance internationale, logistique, achat. Alors, la demande également, et il passe parfois par l'APEC, c'est les médecins, les infirmiers, les chercheurs. Voilà, donc de façon plus rare, il va y avoir la demande pour les seniors pour Canada et États-Unis, mais États-Unis, c'est vraiment voilà, soit des spécialistes de la recherche, des statisticiens, grands professeurs d'université, les métiers très Frenchy, métiers de bouche, secteur du vin également. Mais la tendance actuelle, c'est quand même l'Europe de proximité et pas forcément avec un statut salarié. Alors l'expatriation, elle est quand même en forte diminution. Hein. C'était quand même dans les années 50, 60, 70, 80. Il y a beaucoup plus de contrats locaux et d'autres formes d'emploi comme le portage salarial international. Voilà. Voilà. Et comment vous accompagnez? C'est-à-dire, je suis un cadre, je veux partir, vous m'accompagnez dans la recherche d'une offre et à définir mon projet. Comment l'APEC accompagne un cadre qui veut partir en Allemagne, par exemple? Alors, l'APEC, aujourd'hui, c'est 1200 collaborateurs, 600 personnes sur le terrain, dans le réseau. Et pour l'international, avec les conseillers, les assistants, on est moins une trentaine, voilà, hein, pour resituer. On va accompagner en moyenne 300 à 400 personnes par an, et pas que sur l'international. On n'est pas forcément sur l'international à 100%, hein, moi j'y suis à 50%. Et sur l'Europe, on n'est que 3 consultants pour toute la France. Hein, je suis seule sur tout le sud. Donc évidemment, ça ne va pas être un coaching à la recherche d'emploi, ni de la relocation. Voilà. Ça ne va pas être du sur-mesure, parce que certains s'attendent à des listings d'entreprises, à de la traduction de CV. Non, on a un service de relecture du CV en anglais ou en américain avec les conseillères. Elles sont 4 en France. On a des webinaires qui sont sur le site APEC dans la rubrique événementiel cadre. La plupart des consultants internationaux sont dans les grandes villes, une grande majorité en région parisienne, dans les gros centres comme la Défense notamment. On a un webinaire phare tous les mois, s'expatrier les bons réflexes, de moins de 2 heures en distanciel. On a d'autres webinaires. Un webinaire gratuit? Oui, tout est gratuit. On accompagne à partir du Bac+3 et au-delà, y compris les autodidactes qui auraient eu des responsabilités en tant que cadre, des entrepreneurs. Également la fonction publique. Hein, donc, un large pas que le cadre. Il y a beaucoup d'informations et chaque manager ira piocher ses besoins. Mais je sais que vous organisez, même des job dating. Alors, ça dépend des régions. Moi, par exemple, sur Marseille, Alpes-Côte d'Azur, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on va organiser une fois par an un gros job dating en région avec des entreprises internationales en présentiel, à la fois hybride, présentiel, distanciel, avec des entreprises, des grands groupes internationaux, également des TPE, voilà, avec l'anglais évidemment qui est incontournable. Mais ça sera à la main de chaque région, plutôt des gros centres APEC, hein, donc Marseille, Lyon, Lille. Donc il peut y avoir des job dating, des spécificités régionales, oui. Voilà. Et aucun service payant auprès de l'APEC?
Non, non, tout est gratuit, oui. Et sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat, là, c'est important. Là, il y a beaucoup de demandes de cadres qui veulent entreprendre. Oui, alors au niveau de l'APEC, on accompagne webinaires et ateliers en présentiel sur l'entrepreneuriat en France. Pas sur créer son business à l'international. C'est France Travail International, ce n'est pas l'APEC. Effectivement, on accompagne aussi la création d'entreprises à l'étranger, le freelancing. On accompagne aussi ce qu'on appelle les digital nomades, hein, vous savez, les personnes qui partent sur un pays mais qui travaillent à leur compte. Donc effectivement, on accompagne tout type de projet, que ce soit dans le salariat, mais effectivement aussi dans la création d'entreprises ou en tant qu'indépendant. Voilà. Il y a de plus en plus d'indépendants aussi sur certains secteurs et qui veulent partir. Vous êtes en relation avec eux ou pas, ou ils sont un petit peu perdus dans la nature? Alors, ça va être très variable. Souvent, nous, la relation qu'on va avoir sont avec des personnes qui sont inscrites chez nous comme demandeurs d'emploi et qui, dans leur piste de réflexion, vont effectivement plutôt envisager de s'orienter vers un statut d'indépendant, mais c'est aussi pour ça qu'on a créé des animations spécifiques sur ce sujet-là, parce qu'on a de plus en plus de demandes, effectivement. Et là encore, hein, et c'est là aussi l'importance du réseau EURES quand on envisage la mobilité européenne, c'est de pouvoir se mettre tout de suite en contact avec les conseillers EURES du pays où on souhaite s'installer pour vraiment s'informer sur toutes les démarches spécifiques au pays pour la création d'entreprises. Et puis derrière, nous, on travaille aussi avec le réseau des chambres de commerce françaises à l'international. Et donc, via ce réseau-là, on peut mettre aussi ces porteurs de projets en contact avec des équipes qui, dans le pays, sur place, pourront les accompagner, les renseigner, leur donner vraiment les bonnes informations pour mener à bien leur démarche. Alors, vous m'avez rassuré un petit peu sur l'état des lieux du marché du travail. Il y a un petit peu les mêmes besoins. Les Français peuvent avoir des atouts. Est-ce qu'il y a des alertes à faire au niveau des salaires? Parce qu'en fonction des secteurs, ils sont mieux payés, moins bien payés. On peut avoir de bonnes, de mauvaises surprises. Alors, effectivement, je pense que ça, c'est un élément clé quand il s'agit de mobilité européenne, c'est avoir conscience que les salaires d'un pays à l'autre peuvent être différents, d'un secteur à l'autre, voire même d'une région à l'autre dans un pays. Si je prends un pays comme l'Allemagne, les salaires ne vont pas être les mêmes en Bavière qu'en Poméranie, mais pour des questions tout simplement de tension sur le marché du travail, et d'où l'importance aussi de bien se renseigner en amont. Et pour le coup, sur le portail EURES, il y a une rubrique marché du travail, informations sur les vies et conditions de vie dans le pays, qui permettent d'avoir toute cette information-là, et information qui est détaillée aussi par région. Hein, donc ce qui permet d'avoir une approche fine. Après, je dirais, au-delà de la question des salaires, souvent l'obstacle classique pour les Français, c'est justement le côté linguistique. On n'est pas toujours aussi à l'aise en anglais, voire dans d'autres langues que nos homologues européens. Donc ça, faut en avoir conscience, et il vaut mieux s'y préparer. Si on a un niveau d'anglais scolaire et qu'on postule sur une entreprise qui exige l'anglais courant, il est quand même conseillé de reprendre quelques cours d'anglais avant de partir, pour le coup. Vous vouliez rajouter quelque chose? Pour les salaires, il faut toujours aussi les relativiser par rapport au coût de la vie du pays. Parce que ce n'est pas parce qu'à Singapour, les salaires peuvent être parfois faramineux que vous allez vivre comme un roi, parce que les coûts de la vie à Singapour est aussi extrêmement élevé. Et pareil, ce n'est pas parce que vous allez en République tchèque, à Prague, et que les salaires sont moins élevés, mais c'est vrai que le coût de la vie à Prague est quand même beaucoup moins cher que ce qu'on peut avoir par exemple à Paris, et on peut vivre parfois même plus confortablement avec un salaire plus bas que ce qui existe en France. Alors qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent? C'est, voilà, première expérience, j'ai une offre d'emploi, j'ai une rencontre, alors il faut y aller, ça se fait en visio. Et juste une question sur la négociation du salaire. Il y a une culture française, mais alors là, comment on fait? Est-ce que vous accompagnez les personnes dans la négociation éventuelle du contrat? Alors, on
peut aller jusque-là. Rien ne nous empêche effectivement de prendre contact avec nos entreprises ou en tout cas d'accompagner les demandeurs d'emploi jusqu'à l'entretien, à la candidature. Effectivement, les techniques de négociation, tout simplement, peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui sont plus à l'aise pour parler salaire, pour parler quelque chose comme ça. En France, on l'est un petit peu moins. C'est vrai, c'est quelque chose où il faut toujours un peu tourner autour du pot. Et des pays où c'est vraiment très cash. Il y a des pays de toute façon qui obligent de mettre un salaire sur l'offre d'emploi. Donc effectivement, ça va dépendre, c'est du cas par cas, c'est du pays par pays, mais c'est ce qu'on appelle nous de l'interculturalité. C'est quelque chose que nous à France Travail, on accompagne cette notion d'appréhension de l'interculturalité. Et après, ça va dépendre simplement de pays par pays. Voilà, il n'y a pas des conseils à donner à ceux qui nous écoutent, parce que c'est quand même tout le monde, dans nos offres d'emploi, on voit salaire entre X et Y. Des fois, il y a de très grands écarts selon expérience. Pour le coup, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est à la fois, d'un côté, se rapprocher des conseillers EURES du pays où on souhaite aller, parce qu'eux, ils vont pouvoir vous donner vraiment le cadre, la manière dont ça se passe dans le pays sur ces questions de négociation salariale. Après, il y a aussi d'autres ressources. Et là, moi, je vous invite à aller notamment sur ce qu'on appelle l'Emploi Store International, donc qui est un espace qui a été créé par France Travail sur lequel on retrouve un certain nombre d'applications dédiées à la recherche d'emploi. Et donc, il y a une rubrique spécifique sur l'international et on a référencé un site qui s'appelle expat.com qui est en fait Alors, il y a énormément de guides, justement, sur les différents pays, donc qui permettent d'avoir un maximum d'informations. Et puis, au-delà de ça, ça permet de rentrer en contact avec des Français qui sont établis dans ces pays-là et donc, du coup, de pouvoir échanger, d'avoir des trucs et astuces. De la même manière, on a, pour les personnes qui sont inscrites à France Travail, on a créé notre propre réseau social qui s'appelle Sphère. Et donc, on a une sphère dédiée à la mobilité internationale où on a des candidats qu'on a accompagnés qui sont partis travailler à l'étranger et qui sont restés inscrits sur la Sphère et qui, du coup, peuvent aussi vous donner des trucs et astuces. Oui. Je vais rajouter juste pour la sphère, parce que je fais partie des animateurs qui animent cette sphère. C'est aussi l'endroit où, à chaque fois qu'on a connaissance d'un événement sur l'international, comme celui-ci aujourd'hui, mais tout événement, que ce soit EURES, ce qu'on appelle les European Job Day, qui sont les journées européennes de l'emploi, où vous avez généralement un pays de la zone EURES qui vient se présenter, qui amène avec elle des offres d'emploi et des entreprises pour pouvoir les rencontrer comme un forum de l'emploi en ligne. Et nous, dès qu'on a connaissance d'un événement, mais que ce soit Europe ou hors Europe, c'est posté sur la sphère et il n'y a pas forcément besoin qu'on vous accompagne personnellement. Vous pouvez simplement participer à cette sphère, à demander à participer à cette sphère et vous avez connaissance vraiment de tous les événements sur l'international d'un coup de clic. Alors, si je suis tenté par une expérience et trouver un emploi à l'étranger, ok, l'entreprise est intéressée par mon profil, mais j'ai une famille. Et là, c'est aussi un projet de vie familiale. Où est-ce que je peux trouver des aides pour accompagner ce projet-là ? Alors, je suis désolé parce qu'en fait, depuis le début, je vous apporte toujours les mêmes réponses. C'est-à-dire déjà parce qu'avant de se poser la question des aides, il faut se poser la question de l'information. Et là encore, sur le portail EURES, j'évoquais justement cette partie, cette rubrique conditions de vie et de travail dans le pays. Là, vous allez retrouver des informations sur comment inscrire mes enfants à l'école, comment ça se passe quand je recherche un appartement pour une location d'appartement, par exemple, comment ça se passe pour s'inscrire auprès des impôts, parce que malgré tout, il ne faut surtout pas le négliger. Donc déjà, vous allez avoir toutes ces informations-là. Et puis après, effectivement, les aides à mobilité TMS, comme je le disais tout à l'heure, comprennent un volet justement aide au déménagement. Et évidemment, dans le cas de quelqu'un qui a une famille avec des enfants, ce volet-là est plus important que pour quelqu'un qui est seul, parce qu'on prend en compte le coût lié au fait de déménager une famille. Non, mais vous aviez parlé de la pianiste qui a déménagé son piano, qui est un objet très précieux, mais ces aides-là, tout le monde peut en obtenir ou c'est quand même limité, il y a des conditions les conditions excluantes. Les conditions, c'est d'être sur une mobilité pour un contrat de travail d'une durée minimum de 6 mois, hormis, sauf certaines conditions spécifiques liées à des statuts de stage, et puis surtout, c'est que le projet soit validé par un conseiller du réseau EURES.
Donc ça, c'est important, effectivement. Si on mène sa démarche tout seul de son côté, qu'on a l'employeur qui dit « Ok, vous démarrez lundi prochain », ça va être un peu tard pour faire la demande de l'aide. Donc, il faut vraiment anticiper et c'est important de justement bien rentrer en contact avec les conseillers du réseau EURES en amont du projet parce que c'est eux qui vont pouvoir vous donner toutes les informations sur comment faire ces demandes d'aide et qui vont pouvoir surtout vous appuyer puis valider la demande puisque de toute façon, c'est l'étape obligatoire. Tout à l'heure, il y avait les partenaires, il y avait France Travail, l'APEC, il y avait Cap Emploi. C'est la question du handicap. Aujourd'hui, pour les travailleurs en situation de handicap, il y a des possibilités de mobilité facilitées ou pas? Alors, le réseau Keops Cap Emploi a rejoint EURES France il y a maintenant 3 ans. Et pour tout vous dire, c'était une vraie fierté pour moi en tant que coordinateur national français que d'aborder ce sujet-là parce que jusqu'à maintenant, c'est un sujet qui est peu abordé quand on parle de mobilité européenne. Alors pourquoi? Tout simplement, vous le savez, en France, les entreprises françaises ont une obligation d'avoir un quota de 6% de salariés en situation de handicap. Et donc, ce qui évidemment va pousser les entreprises à chercher à recruter des personnes en situation de handicap. Ça existe dans d'autres pays comme l'Allemagne. En revanche, ce qui va se passer, c'est que un salarié français qui a cette reconnaissance de travailleur handicapé, dès qu'il va franchir la frontière, cette reconnaissance n'existe plus. Alors, on ne va quand même pas désespérer de la chose européenne parce qu'il y a déjà un premier progrès qui a été fait. La Commission a créé maintenant une carte européenne du handicap qui permet déjà de justifier de sa situation de personne en situation de handicap pour tout ce qui est accès au transport, tout ce qui est accès stationnement réservé, place réservée aux personnes handicapées. Donc déjà, ça maintenant, on a ce niveau de reconnaissance européen. La deuxième étape à franchir, ça va être cette reconnaissance au regard du travail. Donc cette reconnaissance de travail handicapé à l'échelle européenne, c'est pas encore fait. Mais néanmoins, on part, nous, et on a partagé une conviction avec l'autorité européenne du travail qui conduit le réseau EURES, avec la Commission européenne, qui est de dire, mais finalement, la mobilité européenne doit être accessible aussi aux personnes en situation de handicap. Alors du coup, dans les aides à mobilité TMS, il y a possibilité d'avoir justement une réévaluation de l'aide pour prendre en compte le handicap. Et puis derrière, on est en train de mener des travaux, notamment j'ai cité l'Allemagne parce qu'avec nos collègues allemands, on partage cette même conviction sur le sujet du handicap. Et donc, on est en train de construire un certain nombre d'actions en commun. Et notamment, on a en France, nous, un concours qui a été créé par le réseau Keops Cap Emploi qui s'appelle HandiCook, qui permet à des personnes en situation de handicap de travailler sous l'égide d'un chef de cuisine français renommé. Et donc, c'est un concours culinaire qui permet de démontrer que bien qu'en étant en situation de handicap, on peut être un très bon cuisinier. Et donc, sur la prochaine édition du concours HandiCook, on aura une équipe allemande. Donc vous voyez, ce sont des petits pas, mais qui permettent de vraiment communiquer, de montrer aussi aux autorités européennes qu'il y a encore besoin de travailler sur ce sujet-là, mais on a quand même des premières réussites. On a une Française et en tout cas, qui est partie travailler en Irlande. En situation de handicap, on a un interlocuteur, un conseiller EURES Cap Emploi. Alors au sein du réseau Keops Cap Emploi, on a maintenant une trentaine de conseillers qui peuvent accompagner spécifiquement sur la mobilité européenne. Alors, on a des questions qui viennent du site. Moi, j'ai encore plein de questions. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Je vais appeler Lola ou Sébastien qui ont les micros. Mais en attendant, une question qui nous vient d'Internet. Nos diplômes français sont-ils reconnus à l'international? Alors, c'est une double question. Reconnu la réputation et reconnu la reconnaissance. Alors ça va être très spécifique. Je le disais tout à l'heure, sur des métiers particuliers comme les métiers de bouche, oui, la formation française va être vraiment reconnue.
En France, on a une particularité, c'est le principe des grandes écoles, notamment les grandes écoles d'ingénieurs, grandes écoles de commerce. Ça, c'est pas forcément très connu à l'étranger. On va plutôt être sur des référentiels licence, maîtrise, doctorat. Et donc, on a plus, quand on franchit la frontière, on va être plus sur un référentiel, voilà, vous voyez, de type universitaire. Et donc, le fait d'avoir fait l'école centrale Paris, par exemple, ou d'avoir fait Subdeco Armand, finalement, ça ne va pas forcément être connu. Alors, c'est quelque chose que vous constatez au niveau de oui, l'APEC? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le doctorat va être reconnu à l'international, alors qu'ici, quelqu'un qui a un doctorat sera peut-être moins bien perçu par un employeur qu'une école d'ingé. On a une offre académique qui est vaste et compliquée. Alors c'est vrai que moi, personnellement, j'ai à la fois doctorat, MBA de grande école, etc. Donc, je suis issue du cycle universitaire et grande école. Alors, quand on est issu d'une grande école de commerce, l'employeur étranger va regarder le classement de l'école et les accréditations internationales. Est-ce qu'elles sont renouvelées chaque année? Et ça, c'est lié à la qualité des professeurs et à la qualité des publications. Et au nombre voilà. également. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Bon, après, des grandes écoles groupe 1 ou groupe A, voilà, type HEC, etc., il y a quand même une reconnaissance. Et la puissance de grandes écoles, c'est aussi le réseau des alumni, où il peut y avoir des offres cadres un peu confidentielles, des sites type What's for You, etc. Donc, les fameuses offres du réseau. Voilà, c'est le réseau. C'est-à-dire que certains vont dire, je vais compléter par un MBA. C'est pas le diplôme, c'est à cause du networking qu'il y a derrière. Oui, mais le diplôme... Le micro. Alors, le diplôme compte en France, hein, moi, parce que l'APEC accompagne aussi des personnes qui reviennent, et il y en a eu beaucoup avec le contexte géopolitique. Hein. Donc après la Russie, je rappelle que l'invasion en Ukraine, il y avait énormément de Français qui travaillaient à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Là, j'ai beaucoup de retours de Chine, hein, Shanghai, avec des salaires Hong Kong. Voilà. Les gens n'ont pas forcément envie de travailler à Paris. Alors en province, l'anglais, moi je vois depuis la pandémie, il y a des gens qui ont vraiment un très bon niveau en anglais, ce qui n'était pas forcément le cas avant, parce qu'ils sont revenus de l'étranger. J'ai eu aussi des gens qui ont quitté au moment du Brexit et qui avaient de gros postes en finance et qui n'avaient pas envie de travailler à Paris. Donc l'anglais, oui. Aujourd'hui, donc utilisez aussi votre CPF, votre compte personnel de formation, où vous pouvez préparer le TOEIC, qui a d'ailleurs évolué hein, en fin d'année dernière. L'examen dure presque 2h20, il y a une dissertation corrigée par l'intelligence artificielle. Le TOEIC est un petit peu plus compliqué qu'avant, un peu plus tricky qu'avant. Mais oui, le diplôme compte, mais ça ne fait pas tout. Il y a la connaissance de l'anglais. Parce que c'est une autre question, est-ce qu'on peut partir sans diplôme ? Sur des métiers artisanat, voilà, des métiers coiffure. Alors, on peut partir sans diplôme parce que les employeurs européens sont comme les employeurs français. C'est-à-dire que sur certains secteurs, de toute façon, ce que vont surtout rechercher les employeurs, ce sont des savoir-être avant des savoir-faire, et ils vont être prêts à faire l'effort de formation sur place dans les locaux de l'entreprise pour former la personne. Donc, ce qui va compter, c'est surtout l'envie de travailler et qui on est. Donc, faut tenter sa chance, bien sûr. Alors, l'Europe, effectivement, permet de travailler facilement sans diplôme. Je tiens à ajouter qu'en dehors de l'Europe, malheureusement, certains pays n'accordent des visas que si vous avez un certain diplôme ou une expérience professionnelle. Par exemple, la Corée du Sud n'accorde des visas que si vous avez un minimum, par exemple, niveau licence, ou si vous travaillez, par exemple, dans le métier de bouche, avoir un certain nombre d'années d'expérience pour pouvoir un petit peu être bénéficiaire d'un visa de travail. Alors, on va passer à une question dans la salle. Il y avait une dame. On va faire les deux questions ici. Oui, bonjour. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vous parlez de l'Europe, mais moi, par exemple, en tant qu'exemple, j'ai fait le doctorat, j'ai travaillé avec mon doctorat ici dans l'enseignement. Maintenant, je pense aller dans mon pays d'origine, que je ne connais pas beaucoup, mais je n'ai pas de réseau. Donc, comment je peux faire pour pouvoir travailler là-bas aussi dans l'enseignement? Est-ce que vous pouvez m'orienter vers quelque chose qui puisse m'aider à aller là-bas et trouver quelque chose? Merci beaucoup.
Bien sûr, effectivement, nous, on accompagne, du moment que vous êtes inscrite à France Travail, nous, on peut vous accompagner, hein, que ce soit sur de l'enseignement, tout type de projet, et on accompagne sur toute destination, hein, toute destination, tout pays, même sur un projet, effectivement, de retour dans votre pays. On va prendre, en fait, on va faire un diagnostic de votre situation avec un conseiller qui sera à un rendez-vous individuel avec vous. On va faire le tour de votre situation et en fonction, effectivement, de vos besoins, on va adapter notre accompagnement. Donc, si vous êtes sur la recherche d'un projet, effectivement, en tant qu'enseignant, ben, on va aller se renseigner, on va faire la recherche ensemble pour voir, effectivement, ce qu'il est possible de faire, de quoi vous avez besoin pour pouvoir enseigner dans votre pays et on construira ensemble, en fait, votre projet professionnel qu'on accompagnera, donc, du coup, tout au long de votre recherche. Il y a une question au premier rang. Oui, bonjour. Je voulais savoir si c'était possible de bénéficier des services de France Travail quand on est en poste. En fait, j'ai eu pas mal de fois la réponse à « Désolé, on ne peut pas s'occuper de vous parce que vous n'êtes pas au chômage ». Alors, effectivement, on a un accompagnement qui s'appelle Active International, qui est un petit peu la prestation où on accompagne de façon intensive. Et là, effectivement, on a des rendez-vous tous les 45 jours, tous les mois environ. Donc, c'est vrai que si vous êtes en travail, en temps plein, c'est difficile pour nous de vous proposer un rendez-vous alors que vous êtes sur votre temps de travail. Après, on a d'autres façons de pouvoir vous donner de l'information et de vous permettre de vous renseigner sur la mobilité internationale. Ça peut être par le biais du site EURES et des conseillers EURES, hein, qui sont disponibles pour toute personne européenne ou même hors Europe qui souhaite se renseigner sur la mobilité internationale. Il n'y a pas besoin d'être inscrit sur France Travail pour bénéficier de tous les services qu'EURES propose. Nous, ensuite, au niveau de la mobilité internationale à France Travail, on a les pages Internet Mobilité Internationale, on a l'Emploi Store Mobilité Internationale. Hein, pareil, il n'y a pas besoin d'être à France Travail pour en bénéficier. Et on a la sphère emploi qui est aussi disponible pour toute personne qui en fait la demande pour pouvoir y participer. Et l'APEC peut également accompagner. Oui, l'APEC également. Alors désormais, la prise de rendez-vous se fait uniquement via le site www.apec.fr qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf maintenance. Et en prenant le rendez-vous, en incrémentant le rendez-vous, il faut bien préciser la thématique internationale. Sinon, vous serez avec un consultant classique sur d'autres thématiques. Précisez bien le sujet, hein, la thématique. Avant de passer à la question, j'ai une question très pratico-pratique. Est-ce que vous avez des partenaires pour la traduction de CV, notamment en anglais? Car il existe une multitude de prestataires, mais comment être sûr d'avoir un traducteur fiable? Pour le coup, c'est une très bonne question. Je crois que le mieux, justement, c'est aussi ça. C'est quand on parle du réseau EURES et de sa force, c'est de pouvoir rentrer en contact avec un conseiller EURES du pays qu'on vise et de lui partager son CV. Et lui, il va vous donner des vrais conseils sur le CV. Il va juste vérifier, effectivement, parce que c'est toute la difficulté de faire une traduction, surtout que de plus en plus, on va trouver des outils de traduction basés sur l'intelligence artificielle. Mais dès qu'on est sur des métiers avec des termes un peu techniques ou autres, là, on va tout de suite être sur la limite de ces outils-là. Et si vraiment, moi, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est ça. C'est de rentrer en contact avec un conseiller EURES du pays où on souhaite se déplacer. Et lui, il pourra donner un vrai regard sur le CV, à la fois sur la traduction, mais aussi sur la forme, non, nous, dans notre pays, on aime bien avoir tel type d'information, il faudra insister là-dessus. Donc, vous voyez, c'est au-delà de la simple traduction, c'est d'avoir vraiment un conseil personnalisé sur le CV. Votre question. Bonjour, j'ai seulement deux petites questions pour les collègues de France Travail. La première question, c'est sur le télétravail. C'est qu'il faut savoir, je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour en question de nouveaux types de travaux. Et la deuxième, c'est presque un défi. Je trouve que ce sera important de peut-être présenter quelques études de cas pratiques sur les procédures d'accès et transfert des allocations chômage pour les travailleurs qui sont venus en France pour travailler et après ils retournent à son pays d'origine. Merci. Alors, effectivement, le télétravail, ça va dépendre beaucoup du secteur d'activité, hein, parce qu'il y a des secteurs qui vous pouvez
potentiellement pas du tout télétravailler. Effectivement, les entreprises françaises commencent un petit peu à s'ouvrir au télétravail et notamment à ce qu'on appelle au digital nomadisme, ce qui vous permet d'être salarié d'une entreprise française, mais de vivre et de travailler dans un pays étranger. C'est une autre façon de faire aussi de l'expatriation. Donc c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans les secteurs, notamment de l'IT. C'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus. Et voilà, maintenant, les nouveaux outils collaboratifs de travail permettent effectivement, dans certains domaines, de pouvoir télétravailler 100% du temps. Alors, c'est pas pour tout le monde. Ça demande une certaine personnalité, une certaine façon de travailler. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est possible. Et des boîtes américaines le proposent, des boîtes européennes le proposent. Vous pouvez le faire. Alors, on a toujours l'image, voilà, je suis à Bali, je suis en Thaïlande, etc. Mais vous pouvez le faire aussi en Espagne, en Pologne. Ça peut être aussi parce que voilà, vous avez besoin de suivre votre conjoint, votre conjointe dans un autre pays. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à en parler, soit au niveau de la recherche d'emploi. Mais ou avec on va dire que la tendance aujourd'hui, en tout cas pour les entreprises françaises, c'est de revenir en arrière sur le télétravail. Donc toutes les entreprises on limite. Ça va dépendre des entreprises et des métiers. Et des métiers. Pour ce qui est de l'indemnisation, on a un stand France Travail sur l'indemnisation. Donc je vous invite à nous rencontrer aujourd'hui parce que chaque situation au niveau de l'indemnisation internationale est quand même assez compliquée. Je ne peux pas vous donner une règle de base ou une règle générale qui va s'appliquer à tout le monde. Donc si vous avez des questions sur l'indemnisation internationale, n'hésitez pas à venir nous rencontrer aujourd'hui. Peut-être en complément sur les deux sujets. Déjà, sur le sujet du télétravail, ce qui est important de regarder, ça va être aussi l'impact pour l'employeur, pour vous, sur tout ce qui va concerner le régime de sécurité sociale, le régime fiscal. Et donc ça fait partie des éléments qui sont vraiment à évoquer avec l'employeur en amont, et pas le mettre devant le fait accompli, de dire finalement, moi je vais passer 3 jours par semaine en France en télétravail, et puis je viendrai vous voir en Espagne que 2 jours par semaine. Parce que ça va impliquer pour l'employeur qu'il soit capable de prélever vos impôts à la source pour les reverser aux impôts français. Et ça, c'est une gymnastique que tous les employeurs ne sont pas prêts à faire. Alors j'ai eu moi traité une situation d'un Français qui habite en Belgique et qui travaillait pour une entreprise néerlandaise et qui travaillait donc en télétravail à 50% Belgique, 50% sur site donc aux Pays-Bas. En fait, pour l'employeur, c'était un véritable casse-tête parce qu'il devait partager le bulletin de salaire avec la moitié des impôts belges, l'autre moitié impôts néerlandais, puis pour la sécurité sociale, pareil. Et donc là, au bout d'un moment, les employeurs ils disent non, là, on ne peut pas. Donc, il faut vraiment bien se renseigner sur ces aspects-là. Après, sur l'aspect assurance chômage, je ne peux que renforcer ce qu'a dit Ludovic. Effectivement, chaque situation est différente. Donc, vraiment, on vous incite à rentrer en contact avec les conseillers de France Travail qui pourront vous apporter une information personnalisée. En revanche, il y a quand même une information importante, parce que depuis le début de la conférence, on parle vraiment Europe versus reste du monde. Et donc, en Europe, il y a aussi une réglementation européenne qui permet la portabilité des droits à l'assurance chômage en mobilité européenne. Donc, par exemple, vous allez travailler en Allemagne pendant 3 ans, vous allez ouvrir des droits sur le régime d'assurance chômage allemand, mais vous souhaitez rentrer en France, vous avez possibilité de rapatrier vos droits allemands, alors pour une durée de 3 mois. Enfin, vous voyez, il y a des dispositifs comme ça, mais encore une fois, ça dépend du type de contrat de travail, de la durée du contrat de travail, des accords spécifiques qui peuvent exister entre les pays. Alors ça, c'est plus pour le Luxembourg, ils ont une petite spécificité. Mais donc, nous avons nos collègues spécialistes en indemnisation qui sont présents aujourd'hui, donc allez les voir pour ces questions-là. Nadia Diken, vous vouliez dire quelque chose sur le télétravail, je crois. Oui, alors ça va être sur certains métiers, je confirme, plutôt des métiers au niveau des cadres, des métiers IT. Après, ça dépendra du pays. Bon, ici, on est autour de 2 jours. Ça dépend aussi de la taille des entreprises. Voilà, c'est différent d'une petite TPE, PME. Ça peut aller à du 3-4 jours dans d'autres pays d'Europe, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut évoquer tout de suite dès le premier entretien. On va prendre la question qui est... Voilà. Bonjour, vous avez mentionné un peu plus tôt une sphère internationale. Comment la rejoindre et en quoi consiste-t-elle ?
Alors, si vous souhaitez rejoindre la sphère internationale, il faudra prendre contact. Alors, vous pouvez prendre contact avec nous sur le groupe Facebook Mobilité Internationale. C'est le meilleur moyen, quand on n'est pas inscrit à France Travail, de nous contacter un conseiller Mobilité Internationale. On a simplement besoin, nous, d'une adresse email où on vous envoie une invitation. Et une fois que vous avez l'invitation, vous cliquez dessus, vous êtes inscrit. Donc, vous pouvez passer soit par notre groupe Facebook Mobilité Internationale, soit passer dans une agence France Travail, n'importe laquelle. Vous pouvez aussi appeler le 3949 pour avoir un conseiller par téléphone et demander effectivement à intégrer la sphère mobilité internationale. Et les conseillers du réseau France Travail nous contacteront avec votre adresse email pour qu'on puisse vous inviter. Il y a une dernière question. Sinon, là, il y a une dernière question. C'est qui peut conclure. C'est je pars, je travaille. Quand je reviens, qu'en est-il ? Que se passe-t-il quand je reviendrai en France après 3-4 ans de... Eh ben, j'ai presque envie de dire que c'est la même chose, mais à l'envers. Mais c'est important quand même de se poser cette question-là et de s'y préparer en amont. En fait, partir pour une expérience à l'étranger, il faut vraiment anticiper le retour en France parce que, en fait, il va falloir refaire exactement les mêmes démarches. Alors, en revanche, là-dessus, pour accompagner tous les Français à l'étranger qui préparent leur retour, on a développé un service spécifique sur l'Emploi Store international qui s'appelle le BABA de retour de mobilité et qui permet vraiment de donner les grandes étapes, tous les points sur lesquels auxquels il faut penser pour préparer son retour. Donc, ça permet d'avoir une sorte de checklist. Et puis, il y a un dispositif très spécifique qui a été mis en place en 2015 sous l'égide du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui permettent aussi aux Français à l'étranger d'avoir accès à l'offre de formation délivrée notamment par le réseau AFPA en France, et donc qui permettent à les Français à l'étranger de revenir en France pour se former, et ce qui est souvent aussi un moyen de préparer son retour en France. Et donc ça, ce dispositif, il passe par le réseau des consulats, donc il faut en faire la demande auprès de son consulat. Merci. Ça servira de conclusion parce que vous le voyez sur notre timer. Nous avons terminé cette conférence. Merci pour vos interventions. Merci. Merci à vous. Ceci étant, si vous cherchez des opportunités à l'étranger, vous pouvez aller dans la salle Gulkian. France Travail et EURES proposent des ateliers vivre et travailler dans 5 pays européens, Suède, Belgique, Italie, Espagne, Allemagne. Tout savoir sur ces pays avec des opportunités. Voilà. Et les représentants des pays sont présents sur votre stand. Merci.